Si tu peux juste te mettre un petit peu plus au milieu du canapé, ce sera parfait. Ok. Voilà. Oui, ça c'est la mauvaise surprise, et quand ça marche pas après, ça c'est l'horreur. Hein. Ça m'est arrivé une fois, plus jamais. Donc oui, d'ailleurs, je vais voir si, on va dire quelques mots, je vais voir si ça fonctionne correctement. Voilà. Donc là, ça devrait... Dis quelque chose? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là c'est bon, on y va, 3, 2, 1. Jean-Marc Barre, bonjour. Bonjour. Jean-Marc, merci d'avoir accepté cette interview. On va parler de ta carrière, de toi, et puis on va commencer par le bouquin que tu sors chez Gallimard, qui s'appelle Instantané, et qui en fait est fait de photographies que tu as prises tout au long de tes voyages, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui. Explique-nous un petit peu comment l'idée t'est venue. L'idée est venue parce que ça faisait depuis 20-22 ans que je faisais de la photo. Et puis au fur et à mesure, une raison pour laquelle j'ai commencé la photo, c'est parce que après le Grand Bleu, l'idéalisme que j'avais quant à l'idée de l'acteur, le théâtre et tout ça, tout d'un coup après le Grand Bleu, je suis devenu un produit. Il y avait une hiérarchie à suivre, à garder ma place, et tout d'un coup l'idéalisme que j'avais envers mon métier d'acteur, il est un petit peu sorti par la fenêtre. Parce qu'il y avait une réalité quant au métier et tout ça qui tout d'un coup ne le permettait pas. En faisant les films, j'étais très touché à voir comment les films, à travers les directeurs de photos, étaient éclairés, cette sensibilité à la lumière, l'appareil photo, la caméra. Tout d'un coup, il y avait quelque chose qui m'excitait là-dedans et ça me donnait la possibilité de retrouver cet idéalisme à travers un travail personnel, c'est-à-dire que dans mon étude de la lumière, comment capter cette lumière sur l'argentique, tout d'un coup c'était quelque chose que je pouvais moi-même contrôler, c'est-à-dire c'était mon appareil photo, c'est moi qui décidais les cadres, c'est moi qui décidais les sujets, soit les personnes avec qui je travaillais, soit les décors sur lesquels je travaillais, soit mes voyages, où tout d'un coup je pouvais faire quelque chose et créer quelque chose, donc un tirage que je pouvais donner gratuitement en amour à soit la personne à qui j'ai pris la photo, ou de collectionner un petit peu tous mes souvenirs sans les écrire. Chez moi, j'ai eu 3000, 4000 planches contact qui sont toute ma vie. Et au lieu d'avoir écrit un journal, je regarde les 36 poses de toutes ces planches contact et ma vie ressort. Donc c'était quelque chose qui était très personnel, la photo, et au fur et à mesure je commençais à peut-être avoir un petit talent dans ma collaboration avec Pascal Arnold, la personne avec qui je fais mes films. En tout cas je lui montrais les photos, il reconnaissait aussi la même genre d'innocence ou passion que j'avais dans cet acte-là. Et par exemple sur mes premiers films, Lovers, Too Much Flesh, Being Light, j'ai fait des photographes de plateau, et puis il y a eu des gens qui sont passés, qui ont vu mes photos. Tout d'un coup on m'a demandé de mettre quelques-uns dans des magazines, et c'était Gallimard qui m'avait abordé en me demandant si ça m'intéressait de faire un livre de mes photos. J'étais très étonné, très touché, j'ai dit oui, mais surtout on voulait avec Pascal Arnold essayer de créer une émotion dans laquelle, parce que Pascal, c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup la vie, lui en écriture, comment il pouvait complémenter ses photos. Et donc c'était un petit peu le dynamique qu'on a établi sur Instantané, qui est le titre du livre. C'est-à-dire qu'il y a mes photos, c'est des choix que j'ai fait de photos noir et blanc, que j'ai fait depuis 20 ans, 22 ans. Et lui, dans la même spontanéité qu'ont été prises les photos, il écrit dessus. Donc c'était un petit peu l'idée, et puis ça a pris 2 ans pour le préparer, et il est sorti là au mois de mai, et voilà.
Et tu n'as pas dit à Pascal, justement, tu n'as pas décrit l'histoire de ces photos à Pascal, c'est lui qui a imaginé. C'est-à-dire, oui, il partage ma vie, il connaît ma famille, on était souvent dans les mêmes lieux, lui qui comme écrivain, il tournait avec moi, donc il connaît très bien ma vie. Il y a quelques photos, il y en a une dizaine dans le livre qui ne commentent pas, parce qu'il n'était pas là, il ne sait pas quoi écrire dessus, mais il y en avait quelques-uns qui l'inspiraient, et en plus quand il écrivait, on s'est dit que ça pourrait être vrai, mais ça pourrait être faux aussi. Donc il a cette même liberté d'interprétation. Alors Jean-Marc, on va rappeler un petit peu ta vie, parce que c'est vrai que tu es apparu à l'écran véritablement pour les gens en 88 avec Le Grand Bleu, mais on sait finalement assez peu de choses sur ton enfance. On sait bien sûr que tu es franco-américain. Déjà, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est une formidable chance d'avoir ces deux cultures-là. Oui, moi je suis né en Allemagne sur une base militaire américaine, Air Force. J'ai pu grandir, c'est-à-dire que mon père, il était stationné là-bas aux États-Unis, en Allemagne, il était chargé de la protection des armes nucléaires à cette époque-là. Ensuite, il est allé au Pentagone, donc j'habitais à Washington DC. Il faisait partie de ces officiers qui ont décidé que les États-Unis aillent au Vietnam. Moi, quand il est allé au Vietnam lui-même, c'était en 67-68, ma mère, pour la première fois, m'a emmené en France. J'ai commencé l'école ici à Montreuil quand j'avais 7 ans. C'était 67-68, donc il y avait eu mai 68, donc j'ai vécu ces époques-là. Mon père, à cette époque-là, il avait vécu l'offensive de Tet. Après un an, on est retourné aux États-Unis. Il était chef sécurité sur Air Force One, l'avion du président. Donc j'ai pu quand même vivre, et après il a fait la retraite, et quand il a fait la retraite, on est allé en Californie, et j'ai fait mon adolescence en Californie. Donc j'ai pu vivre à travers mon père et mes parents quand même des grands moments du XXe siècle. Mon papa vient de mourir là il n'y a pas longtemps, et je me rends compte que c'est la fin d'une époque. C'est la fin de mon papa qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, Corée, Vietnam, qui a participé dans cette idée de l'Empire américain, qui a rencontré justement une Française après la guerre, qui est venue avec lui aux États-Unis, qui m'a formé comme un Français, mais aussi surtout comme un Américain. Et il m'a donné un grand cadeau, ils m'ont donné un grand cadeau, parce que là je me rends compte en parlant aux jeunes que tout ce XXe siècle ne veut rien dire pour eux. Et donc, étant franco-américain, j'ai pu participer dans la philosophie. Que tu as étudié à la Sorbonne? Oui, c'était la philosophie que j'ai étudiée à la Sorbonne. Je dirais que je voyais comment je n'étais pas capable vraiment d'aller à la Sorbonne, parce que c'était très difficile. C'est là où j'ai décidé d'être acteur. Mais surtout la philosophie quant à l'individualisme, qui est une combinaison de ce qui s'est passé en France avec comment dire, Enlightenment, la période de Voltaire et tout ça. Les Lumières, le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières. Et aussi de ce qui s'est passé avec l'être humain et quant à l'individualité chez les Américains pendant le XXe siècle, ça m'a beaucoup inspiré. Et donc j'ai pu vraiment participer, je pense, je faisais partie de l'Empire, mais aussi je faisais partie de l'Europe. Et donc là, peut-être on est en train de vivre, je pense que l'Empire américain, il est en train de se terminer, que peut-être le pouvoir de ce hémisphère, c'est-à-dire que depuis 400-500 ans, avec le colonialisme, tout ça, ce qui s'est passé, ça c'est en train de se transférer vers l'Est, que j'ai pu vraiment vivre une époque de l'histoire très précieuse et qui va plus exister. Alors ce qui caractérise particulièrement les Américains, c'est la religion et le fait de croire en Dieu. Et je crois que très jeune, ta vocation première était vers la religion. C'est-à-dire que j'étais élevé à travers ma grand-mère et ma mère qui étaient très catholiques à la française. Je voulais leur faire plaisir, comme je voulais faire plaisir aussi à mon papa. Et j'étais aussi je voulais aller à l'académie de l'Air Force. Bon, ça, je pense que c'était très juvénile, dans le sens que je voulais leur faire plaisir. Heureusement que j'ai décidé de ne pas suivre ces deux routes. À 20 ans, je suis venu à Paris, après 2 années d'université aux États-Unis. J'ai découvert que j'étais dans
un cadre très conservateur, étant catholique, étant très militaire. Mais tu avais la foi ou c'était pour leur faire plaisir? La foi, c'est-à-dire que j'étais au séminaire et puis j'ai témoigné que tu n'avais pas besoin d'être prêt pour être bon. J'ai vu des choses aussi chez le séminaire qui pour moi étaient dans une mentalité de All Boys Club, où tout d'un coup c'était plutôt politique dans le vrai sens du terme que dans la foi. Et j'ai découvert qu'il y avait autre chose que la religion catholique qui pouvait ouvrir mon âme. Et c'est là justement où, quand j'étais en France à 20 ans, où j'ai abordé tous les tabous parce que je voulais être acteur, où tout d'un coup j'ai découvert qu'il y avait plein de voies possibles pour apprendre la spiritualité, que j'étais le produit, comme beaucoup d'autres, de l'histoire, de mon éducation, et que heureusement, étant que je venais du middle class américain, du moyen class américain, que d'une certaine manière aussi, mes parents m'ont permis de choisir un petit peu ma voie, que c'était un choix assez aristocratique, c'est-à-dire que je pouvais décider d'être acteur, mais dans ce choix d'acteur, il y avait quelque chose de très spirituel qui était peut-être le mélange du discipline militaire, mais aussi le désir de poursuivre ce que était la foi pour moi. Voilà. Tes parents ont pris comment la décision de faire l'acteur, de jouer l'acteur? C'était très dur pour eux parce qu'on n'a pas d'artiste dans la famille. J'étais à l'école, à high school aux États-Unis, j'étais capitaine de mon équipe de football, j'étais président de l'école, j'étais le leader des catholiques à l'église. Donc ma route était un petit peu taillée pour être un bon Américain qui pouvait se faire beaucoup d'argent et qui était bien placé dans la communauté. Quand j'ai vu que je faisais des choix qui allaient prédéterminer ma vie pendant des années, je me suis rendu compte que c'était une prison. Et quand j'ai décidé d'être acteur, pour eux, bien sûr, c'était très difficile. Ils avaient prévu quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Mais pour moi, c'était la chose la plus difficile à faire. C'était une rébellion. Et je pense aussi que j'étais très influencé, parce que ça existe beaucoup moins aujourd'hui, mais j'étais influencé beaucoup par des acteurs comme Laurence Olivier, comme Burt Lancaster. C'était les années 70. Où quand même le cinéma américain commençait à confronter l'autorité dans son pouvoir, où tout d'un coup l'artiste avait une responsabilité sociale. Il avait une tradition depuis 20, 30, 40 ans d'une responsabilité sociale. Et tout d'un coup j'ai vu un moyen de participer dans l'acteur ou dans ce métier d'art dramatique avec cette vue. Et c'est une chose que j'ai peut-être pu toucher dans les films que j'ai fait avec Lars von Trier. Je ne dirais pas que le Grand Bleu, le Grand Bleu est un phénomène social et il rentre plus dans un autre cadre. Mais quand je pense à Europa ou quand je pense à Breaking the Waves, c'est des films, et même mes films comme Lovers Too Much Flesh Being Light, c'est des films qui abordent un sens social, une responsabilité sociale, où l'individu doit questionner son éducation, d'où il vient, pour être tolérant et ouvert dans le futur. Donc, quelque part, tu te sers du cinéma pour prêcher une philosophie sociale, humaine? Alors, pour moi, l'acteur, il est comme le fou du roi dans Le Roi Lear. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se mêler dans la politique. Sa politique doit être dans son travail. Le fou du roi, il est le seul dans le royaume qui peut divertir, faire pleurer le roi, le faire rire, mais aussi lui pointer du doigt et lui dire quand il a tort. Il se fait taper dessus, mais c'est une fonction dans la société. Je trouve les acteurs qui s'impliquent politiquement, qui se mettent un petit peu devant la discussion politique pour se faire connaître, je trouve que c'est pas du tout bien parce qu'on est des fous. On doit avoir cette liberté d'être fou et avoir cette possibilité de pas... Moi, je ne me prends pas au sérieux. Un acteur ne peut pas se prendre au sérieux parce que je suis un fou. Et c'est ça mon cadeau à moi-même. C'est que je peux tout faire, mais je ne peux pas être politique. Ma politique, elle est dans la manière dont je joue et les thèmes que je poursuis.
Alors le public te connaît surtout, on l'a dit tout à l'heure, pour Le Grand Bleu. Est-ce que c'est pas ennuyeux à la fin de se voir toujours coller l'étiquette du Grand Bleu, alors que tu as fait des tas d'autres films après? Non, parce que il faut savoir que les gens, ils n'ont pas tous la même éducation, ils ne sont pas tous dans les mêmes cases. Je me fais arrêter dans la rue pour un film que j'ai tourné avec Ophélie Winter, surtout dans le 19e, là, pour un truc qui s'appelle Foldel. J'ai d'autres qui... C'est pas le meilleur film que tu as fait. Non, c'est pas le meilleur film, mais tu existes pour les gens de manière différente. Le Grand Bleu était un énorme cadeau, ça m'a permis de choisir ma carrière, de tracer ma route à moi, où les gens me reconnaissent, je me suis fait plein d'amis, mais ça m'a permis aussi de faire Lars von Trier, de aussi avec Lars von Trier, de faire ma route de metteur en scène et producteur. Moi je viens d'un passé très aisé, j'ai jamais eu de problème de fric et je trouve que si j'ai une chose à communiquer, c'est que je viens du XXe siècle, je viens de cette tradition où justement le théâtre et le cinéma avaient une responsabilité sociale. Je vois ces choses-là en train de disparaître parce que maintenant, après Reagan, après les années 80, les années 90, où tout d'un coup le marché, les valeurs du marché, un bon acteur c'est parce qu'il est payé 20 millions d'euros, un bon film parce que ça a fait 500 millions d'euros, ce n'était pas des critères quand j'étais jeune, et je vois tout ça en train de disparaître. Peut-être je suis en train de devenir vieux, mais pour moi c'est pour ça que je fais ce métier, donc peut-être j'ai un but dans ma vie, c'est d'essayer aussi de garder ce système de valeurs qui pour moi est dans la communication humaine. Et pas seulement dans le divertissement. Tu parlais tout à l'heure de rébellion, du fait d'être intègre avec toi-même. Est-ce qu'il y a des rôles que tu as refusés ou que tu refuserais de jouer? On m'avait demandé de jouer dans, par exemple, Top Gun à l'époque, et c'était une choix assez fort parce que bon, je commençais à être connu, etc., etc. Et j'avais du mal, par exemple, j'ai refusé parce que j'avais du mal à faire un film, bon, et ça se tournait chez moi à San Diego en plus, sur des pilotes d'avions de guerre qui encore, pendant l'époque de Reagan, étaient en train de créer un polémique avec les communistes coréens, etc., etc. Pour moi, c'était une chose, je ne voulais pas participer dans ce genre de propagande dans laquelle j'avais vécu auparavant. Moi, je suis un petit peu un gamin de l'époque de Easy Rider, où tout d'un coup, pour la première fois, en tout cas chez les blancs anglo, on questionnait notre autorité et on prenait notre propre destin en main. Et c'est quelque chose qui m'est resté très proche parce que j'ai vécu peut-être la fin de l'époque en or aux États-Unis et j'ai vu le début de la fin de l'Empire avec l'arrivée, avec la fin de la guerre de Vietnam, l'arrivée de Reagan, le déni de tout ce qui s'est passé auparavant, le capitalisme qui s'est bâti sur une dérégularisation de tout, et que maintenant on est en train de vivre cette crise qui est le dette créée par ça. On est dans une grande crise spirituelle aussi bien que politique aujourd'hui, économique surtout. Et que soit les acteurs sont dans une obligation d'être des mutants, soit industriels, ou peut-être bien plus pauvres aussi, mais dans encore une poursuite esthétique, spirituelle, qui ressemble à ce qui se passait peut-être pour les gens, les acteurs, les artistes soviétiques à l'époque. Je pense qu'on a une obligation à essayer d'inspirer les gens. Bien sûr que c'est bien d'avoir des Terminators, c'est bien d'avoir des super-heroes, action heroes, des choses comme ça, mais moi je n'ai plus 15 à 20 ans, ou 5 à 20 ans, j'ai 50 ans aujourd'hui, presque 50 ans, et je vois que mon métier demande ça. Peut-être c'est pas à travers le cinéma classique qui va se présenter. La communication humaine, elle est en train de vivre une grande mutation aussi. On va être dans une obligation de peut-être communiquer sur des chaînes beaucoup plus petites, mais peut-être beaucoup plus pures.
En cela, tu n'es pas un Américain classique, tu ne poursuis pas le rêve de l'argent et la quête absolue du toujours plus au niveau de l'argent, et tu commences justement à te retirer un petit peu de ce système qui consiste à faire des rôles toujours commerciaux, puisque depuis quelques années tu as pris un virage et tu produis, enfin tu réalises du moins tes propres films. Ouais. Ça t'a apporté quoi la réalisation? C'est très simple, de faire un film aujourd'hui, grand film aussi bien que petit film, c'est vraiment à régler des problèmes sur problème sur problème, à prendre des risques, à mettre ton propre fric, à risquer. Hein. Le seul bonheur que j'ai, c'est que quand je vais dans les salles et je vois les gens en train de regarder mes films, soit si c'est une comédie, un drame social, une histoire d'amour, j'adore voir comment les gens sont captés, c'est-à-dire est-ce que je raconte bien mon histoire, est-ce que les gens sentent une émotion. Il y a ce côté-là qui me satisfait totalement. Mais aussi, par exemple, j'étais en train de tourner un film en Afrique du Sud, à Cape Town, il y a 3, 4, 5 ans. Et j'étais en train de faire mon linge dans une lavanderie, là, et un jeune mulâtre très fin vient me voir, il me dit, mais vous êtes acteur, non? Et je dis, oui, oui, oui. Et je m'attendais que ce soit le Grand Bleu, et tout d'un coup, il dit, ben, j'ai vu Too Much Flesh, et ça m'a changé la vie, merci. Donc tout d'un coup, je sais que cette envie de communiquer dans l'humain, et c'est Hamlet qui dit ça dans Hamlet, c'est-à-dire il dit ça aux acteurs, tu le fais pour la seule personne peut-être chez les spectateurs qui te comprend. Et si tu as au moins fait ça, tu as tout fait. Et donc pour moi, je sais que je peux mourir demain, j'ai pris des risques, il y avait beaucoup de choses qui m'ont été offertes et j'ai essayé pour moi de faire la chose qui était le plus honorable. Voilà. C'est courageux. Alors je me rappelle aussi d'un rôle qui était courageux, celui que tu avais joué dans un téléfilm qui est peu connu, qui s'appelle Les Infidèles, où tu jouais, alors là c'était carrément gonflé, un intégriste musulman homosexuel. Ouais, ça c'est c'était parce qu'il y avait quelque chose à jouer. Hein, tu n'as pas eu peur parce qu'à l'époque, bon c'est toujours vrai aujourd'hui, mais les intégristes... Si je l'aurais fait aujourd'hui, je ne pense pas que là encore à cette époque-là, tout ça était encore dans sa genèse, hein, tous les conflits qu'on commençait à avoir. Je pense qu'aujourd'hui ça aurait été impossible à faire. Ce film a été tourné par une metteur en scène libanaise, une femme, donc c'était vraiment pour moi très courageux de sa part. On avait tourné en Égypte, justement, j'ai parlé avec un des acteurs aujourd'hui qui était dans ce film-là et qui est dans le livre, et je voulais lui envoyer le livre. Et bon, je suis un peu provocateur. Quand on m'avait proposé le rôle, je ne pouvais pas dire non parce qu'il y avait trop de choses à jouer. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que je le joue. Bien sûr que beaucoup de gens m'ont reproché parce que c'est pas un grand film, c'est un film télé, Arte, etc., etc. Mais pour moi, c'est surtout l'aventure qui me tente. J'ai découvert le Caire, on a pu faire un sujet qui était tabou à mort dans un pays comme ça, et donc que tu m'en parles, déjà ça me touche parce que je sais qu'au moins il y a des gens qui ont reconnu la valeur de ça. C'est un film bien sûr qu'on ne pourrait jamais ressortir aujourd'hui parce qu'il y aurait un fatwa contre nous tous. À l'époque c'était déjà pourtant très virulent. Oui, mais en comparaison avec aujourd'hui, non. C'est-à-dire que cette femme libanaise qui est morte depuis, elle est morte l'année dernière, elle a eu énormément de courage. Je ne pense pas qu'un homme aurait pu aborder ça. Et c'est vraiment à travers les yeux d'une femme que ce courage s'est montré. Et je pense que bon, peut-être il y a 1 ou 2 millions de personnes qui ont peut-être vu le film. Il ne va pas ressortir peut-être bientôt, peut-être dans 50 ans, ils vont sortir ça comme un truc historique. Mais pour moi, c'était parce qu'il y avait quelque chose à faire. Je fais aussi des choses où j'avais juste tourné, j'avais fait Le Grand Bleu, ensuite j'avais fait La Peste, Le Brasier, j'avais fait un autre film assez noir, et un jour on m'a envoyé un scénario et j'ai ouvert le scénario et première chose que je vois c'était Extérieur jour Tahiti. Je dis ah bon? Et je commençais à regarder toutes les pages, c'était Tahiti jusqu'à la fin. J'ai même pas lu le scénario, je l'ai fait. Parce que tout d'un coup j'avais envie de faire un film à Tahiti et passer 2 mois là-bas. Donc ce qui est très important quand on est acteur, c'est qu'il ne faut jamais se prendre au sérieux. Tu prends des baffes tout le temps. Quelle est la plus grosse baffe que tu as prise? La plus grosse baffe, on voulait tourner un film avec... on avait écrit un film pour Savannah, Georgia,
aux États-Unis. On avait Kathleen Turner, Geraldine Chaplin et moi, et Canal+ allait nous suivre là-dessus. Et donc on est allé là-bas pendant 3 semaines, 4 semaines, préparer le film. Et une semaine avant le tournage, Canal+ nous lâche. Et donc moi j'avais investi peut-être 70 000 € de ma poche. On avait tout, c'était chez moi aux États-Unis et tout ça. Et on a dû annuler le film. Et ça fait mal parce que ça fait mal, pas seulement économiquement, mais que tout le travail, tout le désir, en plus c'était pas un film trop cher, c'était du bon business pour Canal+, on ne comprenait pas. On perd de sa confiance en soi dans ces moments-là? Je pense que tout le monde dans leur profession, quand ça n'agit pas comme ça doit agir, on perd la confiance. Et une mauvaise chose peut emmener une bonne chose. Et maintenant je sais comment c'est d'avoir un coup de pied dans les dents. Je sais comment ça se sent. Et je suis toujours prêt encore à refaire du cinéma. Là on aborde un film qui a normalement un budget d'1 million, mais on est à le 10e de ça, réellement, en termes de fric. Et étant que tu as pris des risques, tu continues à prendre des risques, parce que, mais aussi il faut dire que c'est très difficile d'être avec quelqu'un comme moi, dans un rapport personnel, de créer une famille, d'avoir des enfants, parce que je ne pense pas à pouvoir prendre ces risques si j'avais ces responsabilités-là. Donc il faut savoir aussi, et une chose qui est communiquée à travers les photos, je pense que c'est une vie qui est assez dans la solitude, qui n'est pas une mauvaise chose, mais étant... Pas si seul que ça, parce qu'on a vu, moi j'ai lu comme tout le monde les journaux, et je t'ai vu à Cannes en charmante compagnie. Donc oui, c'est-à-dire que aussi, moi je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent et qui aiment bien ce risque-là, et bien sûr que tu essayes de... Moi je me dis, si je suis beau à l'intérieur, la beauté extérieure elle suit. Je travaille dessus et j'aime bien les femmes, donc j'essaye de profiter aussi de ça, parce que c'est des cadeaux qui sont donnés. J'ai aussi une très grande histoire d'amour avec une femme que j'ai rencontrée à Londres. On s'est connus 20 ans, elle est serbe, elle était yougoslave à l'époque. On a pu vivre des choses extraordinaires, mais c'était très difficile pour elle de vivre avec quelqu'un qui n'était jamais là. Elle était l'inspiration pour mon premier film qui s'appelle Lovers. C'était un film que j'avais écrit avec Pascal Arnold en dédiant cette histoire à notre histoire d'amour, et en l'écrivant et en le réalisant, je me suis rendu compte que c'était la fin de cette histoire. Donc, si on reste honnête avec ce qu'on fait, ces moments magiques sont là. Et parcours de l'artiste est un parcours sans fin, où il faut être toujours dans le questionnement et toujours être dans la croyance du mystère et des choses qu'on ne connaît pas. Comment tu as vécu la période du Grand Bleu, où tu étais ultra médiatisé, où des tas d'adolescents avaient ta photo, ton poster dans leur chambre? Comment se sont passées ces années-là? Alors moi j'étais très chanceux, parce qu'à cette époque-là je vivais en Angleterre. Le film n'a pas eu de succès en Angleterre. Donc on me disait que ça marchait très fort en France, mais pour moi c'était très abstrait. Quand je suis arrivé en France, j'ai témoigné que oui, c'était un peu incroyable, mais les gens voyaient une image de moi. Et heureusement, je ne me prenais pas au sérieux. C'était quelque chose de très difficile aussi, parce que tout d'un coup je devenais un acteur qui n'avait pas une grande expérience. Tout d'un coup placé très haut, où tout d'un coup on disait que j'étais l'acteur d'une génération. J'étais pas tout à fait français, donc là j'ai dû décider de vraiment essayer avec ce que j'avais, de risquer. Pour moi c'était de risquer, et ça me fait plaisir que j'ai influencé peut-être beaucoup de gens, mais je sais que c'est qu'une image de moi, et c'est souvent l'image qui est créée par quelqu'un d'autre, donc c'est pas dans mon pouvoir ça. Tu avais l'impression d'un malentendu? Non, c'est juste que je sais que je suis une illusion pour beaucoup de gens. Et c'est quant à leur propre complexe, quant à leur propre éducation, ça n'a rien avec moi, ça n'a rien à voir avec moi, c'est seulement une image de moi. Et le Grand Bleu, je l'aime, ça m'a touché et tout ça. Mais si on regarde un petit peu aussi le parcours de Luc Besson après, on voit que des fois, chez Luc, dans les films qu'il poursuit,
il faut être un gamin pour vraiment y croire. Que le travail que j'ai fait après, peut-être avec Lars von Trier et avec d'autres metteurs en scène, qui prenaient peut-être une vision un petit peu plus dans l'adulte, dans des réflexions comme par exemple Break No Age, qui était une réflexion sur l'amour, le sexe et la religion. Pour moi, ce film-là, mon rôle n'était pas du tout important. Il était noir, ce film. Il était sombre. Il était sombre, mais il parcourait quelque chose pour moi qui était essentiel, qui était dans toutes les doutes qu'on a aujourd'hui. En tout cas, moi, à 35 ans, c'était un film qui m'excitait parce que ça venait près de mon identité, tandis que Le Grand Bleu, vraiment, j'étais des bonbons pour les yeux et je tenais une gueuse et puis j'allais voir les dauphins, mais on ne peut pas avoir une grande discussion intellectuelle dessus. Pas qu'il faut avoir une grande discussion intellectuelle sur tous les films, mais souvent les gens, et il y a souvent des phénomènes dans le cinéma où tout d'un coup il y a des choses inexplicables, mais je sais que c'était pas moi le film, c'était surtout la combinaison de la passion de Luc pour la plongée, la musique de Eric Serra, la combinaison de moi, Rosanna et Jean Reno. C'était où les planètes étaient bien alignées et ça s'est fait, donc j'ai pu participer dans un moment très privilégié, mais ce n'est qu'un film. Et moi je suis qu'un acteur, et si je m'aurais pris comme important, je pense que ma carrière aurait été finie en 5 ans. Quel est le film dont tu aurais aimé qu'il soit aussi connu et qu'il soit aussi le film d'une génération que Le Grand Bleu? Que j'ai fait? Que tu as fait, bien sûr. Non, je pense pas que c'est quelque chose de tellement énorme, Le Grand Bleu, qu'on peut pas... Pour moi, ça reste très abstrait. Le succès de ce film, pour moi, ça reste très abstrait. Je sais seulement que... il y a des moments dans un film où tu peux communiquer quelque chose d'intime, de fort. Ça arrive pas dans tous les films, mais il y a par exemple un moment dans Too Much Flesh qui commence avec moi en train de me branler dans un champ de maïs. Et je sais qu'on avait tourné ça avec un petit caméra vidéo et on n'était que 2 personnes. Mais je sais que quand cette image se présentait devant les spectateurs, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Que tout d'un coup, je leur permettais d'identifier avec un personnage qui faisait l'amour avec la nature et que cette idée ne leur aurait jamais traversé la tête, même s'ils l'ont fait eux-mêmes dans un autre genre de contexte. Donc il y a ce magie-là qui m'intéresse, c'est-à-dire que j'ai pu créer une métaphore d'identité pour quelqu'un. Et je sais qu'il y a des gens qui ont suivi ma carrière et qui ont vécu un petit peu cette évolution et qui reconnaissent mes valeurs. Et c'est tout. Mais vraiment, pour moi, l'acteur, c'est de la merde. Hein, et j'aime bien que c'est de la merde. Il faut que ça reste de la merde. Aujourd'hui, c'est comme quand j'étais à Cannes, là, dernièrement. Cannes, j'ai connu où tu pouvais voir les gens sur ils étaient sur le tapis rouge, où tu pouvais les voir, les serrer la main. Là maintenant c'est devenu comme le G8 et on traite les acteurs et les metteurs en scène même presque comme des politiciens et que c'est devenu tordu et que tout d'un coup quand tu te crois important c'est impossible que tu communiques quelque chose d'intéressant. Ça se fait au détriment de la qualité du travail d'acteur Je pense que c'est fait pour déformer ce que c'est la responsabilité de l'acteur. Où tout d'un coup, l'ego peut se montrer, la grâce et le classe des acteurs des années 50-60, c'était encore très innocent. Ils étaient dans une classe innocente. Aujourd'hui, maintenant, c'est tout joué, c'est que monter. Et maintenant, c'est combien tu es payé, quelle voiture dans laquelle tu viens, l'hiérarchie que tu fais quand tu vas t'asseoir dans le Grand Palais. C'est devenu quelque chose de débile, comme le G8. Et pour moi, c'est un peu embarrassant. Peut-être c'est moi qui est un peu vieux et que tout d'un coup, je ne suis pas les choses comme elles sont, mais je parle avec mes collègues et je vois que tout ça peut-être est monté pour nous déformer.
Alors revenons à tes films, est-ce qu'il y en a que tu regrettes d'avoir fait? C'est toujours une question bateau qu'on pose aux acteurs, mais on parlait tout à l'heure de Foldel, c'était pas un film formidable par rapport à d'autres que tu as fait? C'est-à-dire que pour moi, je suis qu'un acteur, hein, et puis souvent, là par exemple, dans Foldel, c'était la première occasion pour moi et Pascal Arnold d'essayer de prendre un scénario qui était plutôt viré TF1, où les homosexuels étaient traités comme des folles à taper et pas à prendre au sérieux. On a essayé de l'emmener vers FR3, où tout d'un coup c'était un petit peu des gens normaux, et la comédie était entre un type qui essaie de draguer une fille en jouant homo. Mais des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est comme ça. Ce qui s'est passé à Savannah, quand on a eu ce film qui s'est tombé à l'eau, j'ai rencontré un jeune homme qui était à la caméra, qui maintenant travaille sur tous nos films et qui nous a aidés énormément. Donc il faut prendre... il y a un type, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il fait le tour du monde en faisant des aventures, en se baladant, et des fois c'est très difficile, et il dit des fois tu fais 10 km, 15 km dans une journée, et des fois tu prends 3 mois pour faire 15 mètres. C'est apprendre le positif qu'il existe dans le négatif et d'avancer. Et pour moi c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à détruire son image. Tu l'as fait plusieurs fois en ayant des rôles. Oui, parce que pour moi c'est important, je me cherche, et si tout d'un coup il y a souvent les artistes qui sont complexés parce que tout d'un coup ils sont reconnus pour quelque chose et ils essayent d'être cette image jusqu'au bout. Catherine Deneuve qui essaye toujours de faire du Catherine Deneuve, même si elle est grand-mère, elle essaye de garder cette image-là, et c'est frustrant parce que c'est pas elle. Et je ne veux pas que les gens sachent qui je suis, comment je suis. Je peux encore prendre le métro, je marche dans la rue, je me prends pas au sérieux, et je me pose des questions et j'essaye d'être frais pour chaque fois que je me retrouve dans l'appareil. Justement, tu as fait beaucoup de films différents, beaucoup de rôles différents. Est-ce que tu arrives à garder cette fraîcheur? Est-ce que c'est pas difficile d'arriver à la garder justement? C'est-à-dire que je trouve que maintenant, après 20 ans, je commence à comprendre mon talent. J'essaie de le préserver. Et je suis, même si c'est un petit film, j'essaie d'être honnête et garder cette joie de communiquer. Je connais beaucoup de gens maintenant qui sont tellement payés cher qu'ils commencent à regarder tout pour voir si c'est à leur niveau, et tout d'un coup ils ne pensent plus à ce qu'ils sont en train de faire. Tous les jours j'essaie de me dire: tu n'es rien, tu connais rien, commence la journée. Voilà. Et ça marche? Écoute, oui, je suis pauvre. Alors justement, tu disais que tu n'étais pas quelqu'un auquel on t'avait identifié, tu parlais de Jacques Mayol et du Grand Bleu. Alors on aimerait savoir un petit peu qui tu es dans la vie. Tu te définirais comment? Quelle personnalité? Donc introspectif, on croit comprendre, mais quel type de caractère? Je suis un nomade mélancolique, voilà. Je vois la vie, le monde, je suis un citoyen mondial, je suis prêt. J'ai vécu ma vie prêt à partir sur n'importe quelle aventure et être disponible à la vivre jusqu'au bout. Peut-être j'aurai le bonheur de vivre vieux, mais aussi peut-être j'aurai le bonheur de mourir jeune. Pour moi, c'est la même chose. J'essaye de... Tu as peur de la mort? Tu parlais de vivre... Ben là, je viens de vivre la mort de mon papa, donc quelque chose que j'ai vu, il est mort dans mes bras, et je le vois. Je ne sais pas si de vivre vieux jusqu'à 91 ans, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je connais beaucoup de gens qui sont morts beaucoup plus jeunes. Peur de la mort, qui n'a pas peur de la mort? En tout cas, si je meurs, je sais que je n'ai pas raté les choix de ma vie. Voilà. Tu crois à une vie après la mort? Non, je pense... J'ai eu un événement spirituel dans ma vie où je me suis rendu compte que la seule manière dont on peut aborder la mort, c'est d'être très au courant de son propre insignifiance. Donc j'essaie de vivre ça tous les jours. Tu aimerais qu'on dise quoi de toi, si on devait trouver un mot, un adjectif? He was a good guy. Voilà, c'était un bon type. Et c'est ce que tu essaies de faire tous les jours? Voilà.
honnête. C'est-à-dire que j'essaie d'être un bon type, quelqu'un qui est honnête. Mon père était comme ça. Il était fermier, il ne savait pas qu'il allait faire la guerre. Après Pearl Harbor, tout d'un coup, on l'a mis dans un bus et sa carrière a commencé. Il était guerrier, et des fois les choses qu'il a fait vers la fin étaient dures parce que quand même les Américains avec le Vietnam et tout ce qui s'est passé un petit peu avant, et Corée aussi, après, tout d'un coup était un peu contradictoire. Moi j'ai pu choisir la vie d'artiste et je pense que j'ai pas fait trop de mal. On l'a dit au début, tu es franco-américain. De quelle culture te sens-tu vraiment la plus proche? Je suppose que c'est intimement mêlé, mais malgré tout, tu te sens plus américain ou plus français? C'est-à-dire que pour moi, les États-Unis ont été, j'ai vécu ça dans mon enfance, j'ai vécu la complexe de supériorité que pouvaient avoir les Américains dans le XXe siècle. Le rêve américain aussi? Hein? Le rêve américain aussi? Pour moi, le rêve américain, c'est une illusion. Comme l'illusion de ce que peut être l'idéal communiste. Non, je pense que j'ai pu vivre, je viens de la Californie et puis on est l'ouest de l'ouest et il y a quand même chez les anglos ou chez les blancs, je dirais, peut-être ça change maintenant, il y a une légèreté que je recherche qui est dans... Par exemple, bar, l'origine du nom c'est barrière. Ma famille, depuis longtemps, c'était des gens qui encadraient les choses au fur et à mesure, qui prenaient des nouveaux terres. Et donc cette idée de nomade, de voyage, pas conquérir, mais d'explorer, pour moi est important. Je ne suis pas dans une routine. J'essaye de ne pas être dans les... traps, les pièges que beaucoup de monde dans lesquels ils se retrouvent aujourd'hui, par exemple des gens qui voulaient faire des jobs de 9 h à 5 h, qui tout d'un coup se demandent pourquoi ils font ça. Moi non, j'ai pu choisir mon destin et j'essaie de rester dans une idée de liberté, même si c'est une illusion. Je me retrouve dans une époque aujourd'hui où la politique me semble obsolète, où tout d'un coup on est en train de re-questionner tout ce qui était les piliers du XXe siècle. Et je veux quand même défendre qu'est-ce qui pour moi sont les valeurs les plus importantes, c'est-à-dire la liberté individuelle, l'harmonie sociale et l'obligation spirituelle de chaque individu. Et j'essaye de remplir ces tâches dans un monde qui est en train de changer terriblement. Est-ce que tu es heureux? J'ai pas le droit de ne pas être heureux. Jean-Marc, merci. Okay. Et à bientôt. Super. Bon, la lumière était impeccable. Je n'ai quasiment pas besoin de la retoucher. Donc c'est parfait. Tu veux voir quelque chose d'autre? Non, je vais finir un petit peu plus et je vais bouger là. J'ai un dîner ce soir, donc